Bon, bah alors c'est bon, on va démarrer comme ça, là. Ouais. Bon, déjà, bonsoir à tous. Merci d'être là. C'est toujours un plaisir. On est quand même assez nombreux. C'est top. Nous, on est super contents de pouvoir interagir comme ça avec vous, de vous donner de l'information gratuite sur la santé. Bonsoir Lucie, bonsoir Maëlle, bonsoir Mylène, Janine, Amra. Super. Merci d'être venue et d'être fidèle. Jérémy, Marie-Claude. Je t'ai reconnue, Marie-Claude. Marie-Claude, c'est Kalia ce soir. C'est Elle a ça. changé de nom. C'est son nom de la nuit. Moon, Corinne, etc. Merci d'être venus. Et d'autres, je ne peux pas tous vous citer parce que vous êtes nombreux. En tout cas, ce soir, on va vraiment faire une conférence sur la détox de l'intestin. Et Patricia, elle va nous parler de ça parce que elle est naturopathe depuis. Elle va se présenter. Elle va se présenter parce que je pense elle va mieux faire ça que moi. Ah, bah, pas sûr, hein, pas sûr. Alors, bon, d'abord, je me permets de vous souhaiter une très bonne année 2023, avec plein de bonnes choses. On va essayer que ça se passe mieux qu'en 2022, mais ça, c'est loin d'être évident. Et puis surtout, une bonne santé à tous. Je suis heureuse d'être là ce soir avec Maude pour parler de la sphère intestinale et surtout du système digestif. Donc, c'est un sujet qui nous tient à cœur, que ce soit pour Maude et pour moi, sachant que moi, je travaille sur le problème depuis maintenant, je ne compte plus les années, à vrai dire. Ça fait un certain temps et ça a été vraiment mon cheval de bataille, on va dire, depuis l'âge de 16 ans où j'ai eu un grave accident de voiture et qui m'a laissé quand même quelques petites séquelles au niveau intestinal et que j'ai réussi à traiter par moi-même et avec des soins, dont l'hydrothérapie du côlon, que j'ai d'ailleurs pratiqué pendant des années. Voilà, donc je connais un petit peu la problématique et je suis naturopathe depuis très longtemps pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup là dans l'auditoire qui doivent me connaître. Et mon travail de naturopathie m'a amené. Ah, il y a quelqu'un qui doit avoir un micro. Ouais, mais t'inquiète, en fait, automatiquement, il s'éteint. Tu vois, il s'éteint Ah, de lumière. d'accord. Ok. Ouais. Donc voilà, donc mon travail de naturopathe, donc depuis que je suis très jeune, enfin depuis l'âge de 20 ans, m'a amené sur différentes techniques et approches par rapport à la naturopathie classique. Donc voilà, j'ai une manière de travailler qui est un petit peu différente d'autres naturopathes, enfin en tout cas d'une majorité de naturopathes en France. Et ça m'a amené dans la détox. Et effectivement, la détox dans le sens large du terme, c'est-à-dire pas uniquement au niveau de la sphère digestive, mais au niveau du corps tout entier. Et comme je dis toujours, il faut qu'on prenne le corps dans sa globalité, puisque si on parle de l'intestin, on ne va pas parler que de l'intestin, mais on va parler en fait de tout le système digestif et effectivement de tout ce qui peut nous amener à des problématiques intestinales qui seront la résultante de beaucoup d'autres choses, que ce soit l'émotionnel ou que ce soit bien d'autres choses. Voilà, donc le système digestif étant vraiment une part importante dans le processus de détoxification, donc il faudrait déjà, dans un premier temps, commencer par ça. Ok, Alors, d'accord. effectivement, dans les pathologies digestives, on va retrouver très souvent l'intestin, mais l'intestin, effectivement, il va avoir un démarrage déjà au niveau de l'alimentation, c'est-à-dire que Patricia, en oui, parlant des pathologies, excuse-moi, je te coupe, j'ai essayé de m'immiscer entre deux phrases. Est-ce que ça serait pas sain? Alors moi, j'étais vraiment pour vous passer ce message-là au début aussi.
de justement ne pas poser de questions à la fin personnelles, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, on ne vous connaît pas, on ne connaît pas votre histoire, on n'a pas tous les éléments. Donc, nous demander qu'est-ce qu'on fait pour telle problématique, qu'est-ce qu'on fait pour telle problématique. On va quand même vous donner des solutions à la fin et des protocoles que j'ai que j'ai créés, avec aussi l'aide de Patricia, Dr Clark, etc. Mais on peut difficilement quand même vous donner une réponse concrète quand on ne vous connaît pas, quand on ne connaît pas toute votre histoire, où vous en êtes au niveau émotionnel, où vous en êtes au niveau alimentaire, quelle est la nature de votre intestin, quelle est la nature de votre flore. C'est difficile pour nous de répondre comme ça en une phrase. Donc, à la fin, on va quand même éviter de parler, de nous poser des questions sur la pathologie qui vous concerne. Parce que comme on n'a pas toutes les informations en main, on fera plutôt un conseil, on va dire, général. Donc, on va associer une problématique à un protocole. Et évidemment, ce protocole, ça reste des guillemets, quoi. On propose ça, mais encore une fois, tout le monde est différent. Tout le monde va avoir des besoins différents, une flore différente. Donc, encore une fois, c'est vraiment des conseils généraux. Voilà. Je voulais juste Oui, dire tout à fait, parce que en fait, on a effectivement chacun va avoir une histoire différente et ce qu'on va vraiment essayer de vous expliquer par rapport à ce moment qu'on passe ensemble, c'est vraiment de vous faire comprendre un petit peu comment fonctionne le système digestif et réellement comment s'améliorer par rapport à peut-être pas mal de choses que vous aimeriez faire. Souvent, les gens ont tendance à se faire de l'automédication et ne pas être conseillés pour soigner tel ou tel problème. Mais donc là, on va quand même parler des grandes lignes et de ce qu'il y a vraiment besoin de faire pour aller mieux au niveau digestif. Donc ce sont des conseils généraux, mais après, effectivement, il y a des cas particuliers, il va y avoir des cas plus lourds, des choses plus importantes. Et là, il faut vraiment que ça soit pris cas par cas. Et on n'est pas là pour effectivement faire du cas par cas. Je pense que tu es d'accord là-dessus, Maude. Ah bah oui, oui, complètement. Voilà. En fait, et là est tout après le travail que nous, on fait en cabinet, c'est-à-dire qu'on vous fournit quand même des informations générales qui me semblent essentielles aujourd'hui parce que c'est essentiel avec les temps qui courent d'avoir des informations sur la santé, mais pas au cas par cas, ça, c'est sûr et certain. On le réserve à des protocoles spécifiques en fonction de vous et ça reste du travail de consultation. Donc, notre travail et votre analyse de terrain, du coup, qui sera encore plus adaptée. Donc là, quelles sont justement, Patricia, les fonctionnalités du système digestif et les problèmes les plus courants que tu rencontres en fait en cabinet par rapport au système digestif, notamment aux intestins? Alors, au niveau du système digestif, il faut comprendre que le système digestif, il va comporter donc plusieurs étapes. Donc, déjà, on va consommer l'alimentation, on va avoir un travail qui va se faire déjà au niveau de la bouche. Donc, on va développer des enzymes, on va saliver. Donc, la salivation est très importante. J'essaye toujours, quand j'ai un patient en face de moi, j'essaie toujours de lui faire comprendre que ça démarre déjà dans la bouche et qu'il faut déjà beaucoup mastiquer pour développer ce côté enzymatique qui nous manque, qui manque à la plupart des gens. Les gens sont stressés, ils mangent trop vite, ils avalent trop vite, ils font pas attention à ce qu'ils avalent et ça, c'est très important vraiment de démarrer par une bonne mastication pour déjà dégrader l'aliment et commencer la première digestion dans la bouche avec ces enzymes. Bon, ensuite, l'aliment va donc aller dans l'estomac. L'estomac va faire son travail de dégradation des aliments avec l'acide chlorhydrique. Donc déjà, il faut que l'estomac ait un bon fonctionnement, qu'il développe suffisamment d'acide chlorhydrique pour pouvoir faire le travail de prédigestion, on va dire, avant que les aliments donc arrivent ensuite dans le système intestinal
et vont effectivement ensuite les nutriments vont pouvoir être absorbés correctement. C'est-à-dire que finalement, quand vous mangez, vous avez votre bol alimentaire, vous avalez ça un peu trop rapidement, que ça tombe dans l'estomac, que votre estomac n'a pas suffisamment d'acide chlorhydrique pour dégrader ces aliments. Ensuite, ça va passer directement dans l'intestin et puis là, va commencer effectivement les problèmes de gaz, de ballonnement. Alors, quand on parle des différents symptômes que les gens rencontrent, comme la colopathie fonctionnelle, par exemple, qui en est une, les syndromes de l'intestin irritable et tout ce qui peut être autre pathologie intestinale, souvent les maladies de Crohn, les rectocolites hémorragiques, etc. Tout ça vient en fait déjà à la base d'une mauvaise, alors d'abord d'une mauvaise alimentation, c'est clair, ensuite d'un mauvais processus d'alimentation, c'est-à-dire qu'en fait, la personne ne va pas prendre soin de la façon dont elle va mettre ses aliments dans son tube digestif. Donc ça, déjà, il faut comprendre ça au départ, parce que très souvent, on va vous dire ne mangez pas tel aliment, ne consommez pas ci, ne consommez pas ça, mais en fait, c'est bien plus complexe que ça, c'est-à-dire que les aliments, vous avez des aliments qui sont bons, mais par exemple, vous les mettez ensemble, et ben, ils ne seront pas bons pour votre tube digestif. Donc, il y a énormément de choses, de combinaisons, et c'est très complexe, en fin de compte, au niveau intestinal et au niveau digestif complet, du début à la fin, pour comprendre vraiment comment tout ça fonctionne. Donc, pour vraiment revenir aux pathologies qui peuvent être la résultante d'un disconfort intestinal, ça va déjà commencer dans la bouche et ensuite dans l'estomac pour finir ensuite dans les intestins. Donc ça, il faut le comprendre. Bon, après, il y a la partie du foie aussi qui est importante. Une personne qui va avoir un foie trop gras et trop engorgé, ça va aussi provoquer des pathologies intestinales. Donc, en fait, tout est imbriqué. Pour revenir sur ces différentes pathologies, il est vrai que, hormis les problèmes de l'estomac qui peuvent être un peu plus spécifiques à traiter, on n'est pas vraiment là pour parler spécifiquement de l'estomac, mais effectivement, une chose importante, c'est déjà de commencer, à mon sens, par le fait que l'estomac fonctionne bien. Donc, effectivement, si la personne déjà se sent lourde après les repas, qu'elle a l'impression que le tube digestif fonctionne au ralenti, bah effectivement, c'est que déjà dans l'estomac, ça ne doit pas fonctionner normalement. Donc, je pense que à la base, il faut déjà qu'à ce niveau-là, le problème soit pris en compte et que du coup, il faut essayer de prendre peut-être des compléments qui vont aider à avoir un meilleur travail stomacal à ce niveau-là. Après, pour ce qui est, alors moi, dans ma façon de travailler, quand je teste les personnes, je vais les tester sur un certain nombre de choses parce qu'on retrouve des causes à peu près dans chaque pathologie digestive, on retrouve toujours un terrain parasitaire. Donc, je teste toujours les gens sur les problèmes des parasites parce que les parasites, on les retrouve vraiment dans les pathologies, dans ces pathologies-là. Et il faut déjà commencer par ça. Parce que le terrain, si votre terrain est encrassé, donc il va être encrassé principalement par des éléments pathogènes. Donc, ces éléments pathogènes pourront être les parasites. Ça pourra être effectivement… Alors, quand je parle de parasites, je ne parle pas uniquement de vers. Ça va… Ouais, si tu pouvais un petit peu développer… parce que je pense que les gens, quand ils entendent parasites, ils se disent ténia. Alors qu'en fait, on a plein de micro-parasites et qui vont être pas forcément directement la résultante de problématiques, mais en fait, c'est tous les toxines qu'ils vont lâcher pour favoriser leur propre développement et venir justement déséquilibrer l'organisme aussi. Donc, il y a aussi certains micro-parasites qui vont fonctionner comme ça, qui directement vont détériorer le travail du système digestif. Oui, en fait, quand on parle en termes de parasites, bon, je reprends un petit peu les termes de la doctoresse Clark, qui a été celle qui m'a formée à ce niveau-là, donc il y a déjà maintenant pas mal d'années en arrière.
On parle en fait de tout ce qui est pathogène, de tous les micro-organismes pathogènes qui vont venir infester votre système digestif. Alors, ils vont effectivement être là parce que, pour plein de raisons différentes, hein. Alors, déjà à la base, parce que notre système immunitaire n'est pas au top pour plein de raisons. Là, on ne va pas développer à ce niveau-là parce que ça serait trop long. Mais en tout cas, voilà, on a ces micro-organismes pathogènes qui restent dans notre corps parce que notre système immunitaire n'est pas au top. D'autre part, on a un déséquilibre. Alors, le fait qu'on ait ces pathogènes, on a un déséquilibre de la flore bactérienne. Cette flore bactérienne, c'est en grande partie notre système immunitaire et c'est là pour combattre donc ces pathogènes. Donc, la plupart du temps, effectivement, les personnes, eh bien, c'est un petit peu un cercle vicieux parce que les pathogènes vont déséquilibrer la flore bactérienne. La flore bactérienne n'étant pas au top, eh ben, le système immunitaire va chuter et ainsi de suite, ça va continuer. Donc, souvent, ce que l'on rencontre, ce sont des personnes qui commencent à avoir des problèmes digestifs un petit peu dans leur vingtaine, trentaine, leur vingtaine et leur trentaine d'années. Et ensuite, ça va aller en se dégradant avec les années pour souvent arriver au moment peut-être de la ménopause ou en tout cas à la cinquantaine, que ce soit pour les femmes, pour les hommes, aux alentours de la cinquantaine, de la soixantaine. Et là, ça devient de plus en plus important parce qu'effectivement, tout ce problème parasitaire vient se développer de plus en plus et du coup, l'intestin est de plus en plus dégradé et surtout attaqué donc avec de l'inflammation. Voilà, il faut savoir que quand on a un terrain parasitaire, alors quand je parle de parasites, donc je reviens sur le terme parasite. Parasite, ça peut être effectivement des vers, ça peut être des oxyures, ça peut être des vers. Enfin, les parasites, il peut y en avoir une centaine de variétés, mais ça va comprendre aussi. Enfin, on va mettre dedans aussi tout ce qui est bactéries, toutes les bactéries pathogènes. Ça peut être les Escherichia coli, ça peut être le Clostridium, ça peut être, voilà, et après, il y a beaucoup d'autres problématiques au niveau digestif de cet ordre-là. Vous avez aussi tous les candidats, donc tous les champignons qui vont faire partie aussi en fait de la famille des parasites. Je vais englober dans la famille des parasites. Donc tout ce qui est candida albicans, toutes les mycoses, tout ça qui vont également donc provoquer des problématiques digestives, que ce soit au niveau de l'intestin grêle, au niveau du côlon et au niveau après du foie et de tous les autres pancréas, foie, pancréas, etc. Donc, à partir du moment où il va y avoir une prolifération de ces pathogènes et que l'on ne traite pas à ce niveau-là, ce qui est bien malheureux dans la plupart des cas, que c'est vrai que beaucoup, enfin, maintenant un petit peu plus, mais au niveau des spécialistes comme les gastro-entérologues ou d'autres spécialistes, ne tiennent pas compte malheureusement de ce travail-là. C'est bien dommage parce qu'effectivement, on a de très bons résultats à partir du moment où on va venir dépolluer à ce niveau-là le système digestif. Donc, il faut comprendre que beaucoup de problématiques inflammatoires, à partir du moment où il y a inflammation dans le corps, en règle générale, il y a inflammation de pathogènes. Donc, pathogène égale parasite et tout ce qui en suit après et qui va se transformer en toxine. Alors, ces parasites, que ce soit le candida, les bactéries, les virus, bon, on peut mettre un petit peu à part, mais bon, après, le problème viral, c'est encore différent, mais, et les vers vont en fait créer dans votre écosystème intestinal une charge toxinique très importante. Donc, cette charge toxinique, elle va créer beaucoup d'effets secondaires. C'est de l'ammoniac et cet ammoniac va en fait provoquer énormément de problèmes, que ce soit au niveau du cerveau, que ce soit au niveau du foie, enfin tous les organes en fait qui vont récupérer cet ammoniac et qui vont être en fait une résultante donc de ce problème de toxines qui est en surcharge dans le corps générée par ces pathogènes. Alors, Et on fabrique aussi... Patricia, est-ce qu'on peut détoxifier l'ammoniac
sans oublier évidemment de traiter la cause de la cause. Mais est-ce que on peut détoxifier l'ammoniac, par exemple? Oui, alors on peut tout à fait détoxifier l'ammoniac. Maintenant, effectivement, la détoxification de l'ammoniac va être urgente, enfin va peut-être urgente chez beaucoup de personnes qui vont avoir effectivement ces effets secondaires. Alors les effets secondaires, on peut les citer, ça peut être des maux de tête, ça peut être des personnes qui sont dépressives, qui sont pas bien, qui sont stressées tout le temps, qui vont pas bien au niveau de la tête. Ça peut être aussi des phénomènes de foie qui ne fonctionnent pas bien, ça va être des inflammations, ça va être des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Donc, toutes ces toxines vont effectivement générer ce genre de pathologie. Mais en effet, si on élimine l'ammoniac, que ce soit avec certains produits qui sont efficaces dont je vais vous parler, mais que l'on ne traite pas la cause, comme tu le dis, des parasites et des autres pathogènes, eh bien, effectivement, ça ne va pas servir à grand-chose. Ça va aider, mais ça ne viendra pas résoudre la problématique. Donc, il faut effectivement prendre d'abord la cause en premier, donc débarrasser ces pathogènes et ensuite, ou en même temps, traiter cet ammoniac avec ce qu'il faut. Alors, bon, ce que l'on préconise pour cet ammoniac, c'est principalement l'ornithine et l'arginine, qui sont en fait deux acides aminés qui vont vraiment aider à éliminer cet ammoniac. Ok, d'accord. Après, effectivement, après, il y aura un travail aussi de drainer les reins et le foie, qui sont deux organes très importants au niveau de l'accumulation de cet ammoniac, de ces pathogènes, et sont vraiment des organes, des émonctoires, donc qui vont en fait vraiment permettre à l'organisme d'éliminer les toxines. Ok, d'accord, super. Voilà. Ok. Donc là, tu nous as parlé un petit peu de la fonctionnalité et du lien entre le système digestif et l'intestin. Quel conseil détox tu pourrais donner pour les intestins? Parce que c'est ça qui nous intéresse. On a travaillé sur la cure des reins il y a un peu plus d'un mois, je crois. Qui pour moi, je vous l'avais dit, c'est un organe super important. Et d'ailleurs, même que ce soit en naturopathie ou autre, c'est vraiment un organe qui est un peu laissé pour compte. On n'en parle pas beaucoup, sauf en médecine chinoise où c'est quand même un organe majeur. Et donc, j'avais parlé quand même de détox ou de soutien, parce qu'attention, hein, on est dans la période détox, mais aussi soutien. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, comme conseil détox à travers les écrits du docteur Clark? Et après, moi, je parlerai des protocoles que j'ai mis en place aussi. Mais voilà, qu'est-ce que tu conseillerais? Qu'est-ce que conseillerait le docteur Clark? Alors, en fait, par rapport au traitement du docteur Clark, bon, il est clair que là, je vous ai parlé des pathogènes, donc il faut effectivement commencer par traiter ces parasites. Donc, bon, là, il faut toujours démarrer par ça. Donc, vous faites une cure antiparasitaire, ça va vraiment permettre de nettoyer l'organisme. Les gens ont vraiment des super résultats avec ce traitement. Pour une majorité, ils sont souvent obligés, d'ailleurs, je préconise vraiment à des personnes qui ont des pathologies intestinales de vraiment suivre le traitement un certain temps. Parce que des fois, les personnes font le traitement pendant un mois, elles se disent, bon, ben, ça y est, je suis débarrassée des parasites, et puis on passe à autre chose. Et puis, en fait, elles arrêtent et le phénomène revient assez Ouais. rapidement derrière. Parce que Moi, je c'est le vois vraiment… beaucoup en consultation. Tu as raison, je le vois Oui, beaucoup. Ou même, il y a une amélioration des symptômes, hein. Souvent, il y a vraiment une amélioration des symptômes oui, parce que la synergie de ces plantes, donc il y a de l'artémisia, Artemisia psyantium, brou de noix et clou de girofle. Souvent, les personnes, elles sont vachement soulagées au niveau du système digestif, au niveau intestinal. Il y a vraiment une amélioration de tout le travail. Et l'erreur qu'elles font, c'est justement, se disent, bon, ça va beaucoup mieux, j'ai plus besoin de revoir ma naturopathe. Et en fait, le problème revient et parfois revient plus fort. Moi, c'est le retour un petit peu que j'ai. Qu'est-ce que tu en penses aussi là-dessus? oui, alors tout à fait, parce que ce qui se passe, c'est que quand les gens commencent à aller mieux, ils se disent, bon, ça y est, c'est bon, j'ai traité le problème, maintenant, je vais par exemple faire un nettoyage du foie ou faire un nettoyage des reins, et puis on laisse tomber les parasites. Et en fait, ça, c'est une très mauvaise idée,
parce que effectivement, les parasites, quand on les a depuis longtemps, alors quand moi je traite des enfants qui sont de bas âge, quand c'est un enfant, c'est vrai que le terrain parasitaire n'a pas encore eu le temps de se développer de manière importante, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, si on parle de vers principalement, donc ça peut être des ascaris, ça peut être d'autres types de vers. Bon, effectivement, il va y avoir des millions d'œufs dans l'organisme, donc plus on avance en âge et plus il y aura des œufs, et plus ça sera compliqué de s'en débarrasser. Donc ça, il faut bien le comprendre, et il faudra prendre quand même son temps. Bon, même si on ne fait pas des cures acharnées comme on fait dans le premier mois de cure, mais après, il faut quand même suivre ça correctement. Je donne un exemple par rapport à la maladie de Lyme. J'ai beaucoup traité cette pathologie parce que effectivement la maladie de Lyme est compliquée pour beaucoup de personnes à trouver des traitements efficaces, sachant que les cliniques qui traitent la maladie de Lyme oublient toujours de traiter les parasites, et ça, c'est vraiment une grosse erreur. Mais les personnes que j'ai vues et qui sont venues me voir pour un problème de maladie de Lyme, je les ai traitées pendant 6 mois, 1 an sur les parasites avant qu'ils aient réellement des résultats. Alors pourquoi je vous parle de la maladie de Lyme, en l'occurrence, dans ce qui n'a rien à voir d'ailleurs par rapport au sujet, parce qu'on n'est pas là pour parler de la maladie de Lyme, mais c'est aussi pour vous faire comprendre que bon, dans la maladie de Lyme, si jamais vous avez des personnes autour de vous qui ont cette pathologie, le parasite en fait se nourrit de la bactérie Lyme, donc la borréliose, et donc de ce fait-là, à partir du moment où le parasite est dans le corps et qui va véhiculer cette bactérie, eh bien la personne n'aura jamais de 100% de résultat. Elle comprendra pas pourquoi d'ailleurs elle n'avance pas en amélioration plus que ça, avec malgré les traitements que soit les médecins lui donnent ou les naturopathes ou autres voilà, qui peuvent effectivement l'aider dans ce sens-là. Et effectivement, quand on traite les parasites sur une maladie de Lyme, eh ben, la personne, elle va ressentir vraiment le bienfait, même si ça prend beaucoup de temps. Moi, j'ai eu traité des personnes pendant 1 an sur les parasites avant que la personne soit complètement remise de son Lyme. Donc, il faut comprendre que voilà, un terrain parasitaire, c'est long vraiment pour s'en débarrasser. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Et donc, j'incite vraiment les personnes à faire ce traitement un certain temps. Suite à la cure antiparasitaire, il est important, donc comme on en parlait juste avant, de travailler sur les autres organes émonctoires. Ça, c'est très important parce que effectivement, vos organes, s'ils sont encrassés, que ce soit les reins, le foie. Après, on peut travailler aussi sur les intestins en détox, mais ça, c'est Maud qui vous en parlera un peu plus tout à l'heure. Effectivement, ces organes vont avoir vraiment besoin d'être nettoyés suite à la cure antiparasitaire. Donc, moi, je conseille toujours de suivre 1 mois ou 2 d'affilée sur le traitement antiparasitaire avec les doses correctes. Donc, un protocole que l'on donne et qui est assez soutenu. Et ensuite seulement d'engager un nettoyage des reins et du foie. Alors, comme tu le disais, Maud, sur les reins, effectivement, on est dans la saison des reins. Je dirais que le foie, on peut le commencer à partir de fin février, début mars. Ce sera la bonne période pour le nettoyer. Mais l'un n'empêche pas l'autre, et très souvent, moi, dans ma patientèle, je dis aux personnes, une fois que vous terminez au minimum 1 mois de cure antiparasitaire, vous pouvez enclencher un premier nettoyage du foie et seulement après faire les reins et ensuite refaire le foie. Donc ça, c'est un protocole qui est tout à fait intéressant à faire pour travailler là-dessus. Ok. Voilà. Alors, je sais que la docteure Clark parlait quand même du fait justement que ça soit je vais pas y arriver, qu'on fasse passer certains organes avant. Oui, et elle donc disait c'est pour ça que les reins,
c'est mieux quand même de faire les reins et les intestins avant le foie. Alors là, on Oui, parlait d'urgence, hein, de faire vraiment quand par exemple, voilà, vous avez des calculs biliaires qu'il faut, voilà, il y a un petit peu cet aspect urgence, peut-être un début de cirrhose, un foie gras, etc. Si c'est pas urgent à la minute, on peut prendre le temps de faire les parasites correctement. Donc, 1 mois plus 1 mois de cure de rappel que vous allez pouvoir en plus même continuer pendant les autres cures. Par exemple, à une raison de quelques gélules par semaine, par-ci par-là, d'antiparasitaires, pour vraiment continuer à détoxifier et d'attaquer l'intestin et les reins ou les reins et les intestins avant le foie, parce qu'on sait que le foie, d'ailleurs, on vous fera une conférence là-dessus le moment venu, le foie est un organe, n'est pas un émonctoire. Souvent, je sais pas, je vois ça dans les magasins bio, il y a marqué sur les paquets, vous savez, de produits détoxifiants, les 5 émonctoires. Alors non, le foie n'est pas un émonctoire. Il n'émet pas de déchets vers l'extérieur. Il va avoir un effet de filtre. Donc, il va filtrer le sang toutes les 2-3 minutes. Donc, c'est vraiment une grosse machine qui va permettre après d'envoyer directement les toxines, surtout en premier au niveau des reins. En fait, celui qui est vraiment lié aux reins, c'est le foie. Donc, les intestins aussi vont éliminer, parce que c'est vraiment un des émonctoires principaux. Reins, intestins sont vraiment les 2 émonctoires principaux. Après, on a un peu les émonctoires secondaires qui sont la peau et les poumons. Mais effectivement, les reins, ils ont une fonctionnalité majeure d'élimination. Et d'ailleurs, quand il y a un surnombre de toxines produites par ces micro-organismes dont on a parlé là pendant une demi-heure, effectivement, c'est les reins qui sont un petit peu responsables de tout ça en premier. Et ils ont moins cet effet symptomatique que l'intestin. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais les reins, c'est quand même un organe un peu plus dormant quelque part. Et on va avoir moins de sensibilité, contrairement à l'intestin, où ça va être quand même un organe très réactif, un émonctoire beaucoup plus réactif. c'est-à-dire qu'en fait, les reins ne sont pas un organe qui va nous vraiment, à moins que la personne ait vraiment un problème important au rein, ça ne va pas nous alerter sur grand-chose. Mm. Parce qu'au niveau digestif, on ne va pas ressentir les reins, même s'il y a un impact, effectivement, mais on ne le ressentira pas. Donc, effectivement, ce sont des organes, enfin, les reins n'ont pas, pour la plupart des gens, les gens ne s'en préoccupent pas. Donc, de ce fait-là, c'est d'ailleurs très dommage parce que les reins, c'est vraiment important. Bon, tu en as bien parlé dans ta conférence la dernière fois. Donc, on ne va pas revenir là-dessus, mais simplement pour mettre l'accent sur le fait qu'effectivement, c'est vraiment important de les drainer chaque année, de faire minimum une cure des reins par an pour vraiment éliminer les toxines parce que ça s'accumule et effectivement, derrière, tout le système digestif en même temps est impacté. Mais je voulais aussi revenir sur le foie, si tu es d'accord, sachant que quand on a des problèmes intestinaux, le foie est très important parce que il y a énormément de gens qui vont souffrir ou de constipation ou de diarrhée ou des alternances constipation-diarrhée qui sont directement liées à la problématique du foie. Si le foie ne fonctionne pas correctement, il ne déverse pas sa bile correctement au niveau intestinal, bah, effectivement, le transit va être complètement perturbé. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte et il y a trop de personnes qui ne tiennent pas compte du foie par rapport à leurs problèmes digestifs. Oui, tout à fait. En fait, je parlais aussi des reins pour favoriser le travail du foie. Parce que quand vos reins ils sont détoxifiés, forcément, votre foie il va encore mieux réussir à faire son boulot et à éliminer. Et du coup, il n'y a plus ce côté accumulation des toxines. En fait, ça va venir soulager. C'est pour ça que c'était important, je te disais, de faire dans l'ordre finalement au niveau des détox. Et que nous, on vous propose des conférences dans l'ordre en termes de temporalité, parce qu'il y a des saisons associées aux organes, et de bien les faire dans cet ordre-là, parce que la nature, elle est bien faite. Donc, si on doit faire ces organes-là avant le foie, c'est qu'il y a une raison justement de favorisation, d'élimination. Il y a des personnes qui vont faire des cures du foie sans avoir fait les parasites, sans avoir fait l'intestin, sans avoir fait les reins. Ils ne vont pas le vivre de la même manière que quelqu'un qui a fait ces protocoles-là avant, dans l'ordre. Je pense que Clark, elle le disait bien aussi, ça, de respecter aussi l'ordre des cures. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Non seulement elle le dit, mais il n'y a pas qu'elle qui le dit. Andreas Moritz le dit aussi.
Voilà, donc c'est vraiment important de suivre un protocole tel que ça a été prévu, car effectivement, on ne peut pas nettoyer un organe comme ça d'entrée de jeu sans avoir vraiment travaillé en amont, parce qu'effectivement, une personne qui fait une cure du foie mais qui n'a pas traité, par exemple, les parasites, qui n'a pas drainé les reins et tout, peut très bien mal vivre cette cure du foie par rapport au fait qu'elle n'a pas détoxifié le reste avant. Donc, il faut vraiment faire les choses dans l'ordre. Ouais. Et moi, ça m'amène du coup à parler des protocoles pour l'intestin. Il faut savoir que là, on vous parle de protocoles, d'abord faire les parasites, d'après faire les reins, des intestins, etc. Mais il y a des personnes à qui ça ne va pas. C'est-à-dire qu'en fonction de votre pathologie digestive ou intestinale, il va falloir aussi comprendre votre terrain, comprendre votre nature, comprendre votre morphopsychologie et de tout ça, regrouper des informations pour pouvoir vous donner un protocole pour qu'il soit le plus doux possible. Parce qu'on est d'accord, détoxifier, c'est bien, mais bon, si on ne se sent pas bien, si on a de la fatigue, une perte d'énergie, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Ce qui est l'idéal, c'est quand même de vivre au mieux sa détox. Donc, voilà, les protocoles sont intéressants pour pouvoir au mieux le vivre. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais bon, quand on fait des protocoles de détox, si on est malade pendant 4 semaines, qu'on n'est pas bien du tout, alors qu'on aurait pu l'éviter avec un process un peu plus adapté, ça peut être intéressant aussi, surtout au niveau intestinal. Oui, tout à fait. Mais en fait, il faut vraiment, bon, les protocoles, après, c'est du cas par cas hein, aussi, en fonction de la pathologie de chacun. Mais effectivement, il faut que ça soit quand même bien vécu. Donc, il faut y aller quand même doucement au départ et voir un petit peu comment la personne réagit. Et effectivement, en étant suivi, c'est quand même beaucoup plus facile et on peut vraiment mieux cibler ce dont a besoin la personne. Ok. Du coup, est-ce qu'on va parler là des enfin, de ce qu'on peut faire, quels produits on peut Oui, utiliser? oui, tout à fait, bien sûr. Ok. Je t'écoute. Tu veux que j'en parle ou? Non, non, vas-y, mais dis, tu peux déjà dire parce que tu t'occupes bien des protocoles, tu sais bien les faire, donc j'aimerais bien que tu parles un petit peu des protocoles que tu proposes pour l'aspect intestinal. Ok. Alors pour les intestins, vous imaginez bien qu'il y a énormément de problématiques et de déséquilibres au niveau des intestins. Donc là, vous dire il y a un produit qui fonctionne, ça serait pas possible. Il y a aussi quelque chose de très important pour ceux qui étaient là lors de ma conférence il y a plusieurs mois sur la dysbiose intestinale où je parlais de la flore. Alors, vous savez qu'on a deux principales flores, des flores par fermentation et une flore par putréfaction. On a soit l'une, soit l'autre. Hein. On peut pas enfin, on n'a pas les deux en même temps, tout simplement parce qu'à chaque fois, il y a des groupes de bactéries, notamment une sorte de bactérie qui va se surdévelopper. Donc, soit les bactéries par méthane, vous avez des types de bactéries qui vont venir se développer et lâcher certains gaz, certains toxiques. Donc déjà, en fonction de la flore que vous avez, les protocoles ne seront pas les mêmes. Si en plus, si vous avez un SIBO, si vous avez un syndrome intestin irritable, si vous avez une colopathie fonctionnelle, si vous avez un Crohn, si vous avez une rectocolite hémorragique, vous imaginez bien que les protocoles ne seront pas les mêmes. Par contre, ce que je peux vous donner comme information, c'est plutôt par symptômes. Par exemple, on peut conseiller, c'est assez connu, pour tout ce qui est hyperperméabilité intestinale, dont j'ai très longuement parlé pendant cette conférence. Rassurez-vous, je vais la refaire parce que c'est vraiment quelque chose qu'on me demande énormément. Ce qu'on peut faire déjà pour tout ce qui est hyperperméabilité intestinale, c'est déjà de calmer la personne au niveau inflammatoire. Donc, on va lui donner du curcuma, on va lui donner éventuellement de la glutamine, on va lui donner des enzymes, on va lui donner des choses qui vont stimuler aussi son système digestif, sa façon de produire de l'acide chlorhydrique. On va stimuler ses glandes qui produisent de l'acide chlorhydrique. Donc, éventuellement, on peut donner on peut donner de la choline, de l'inositol. On va peut-être pas tout de suite aller chercher dans les microparasites. Parfois, la personne, elle est tellement inflammée, elle a tellement de douleurs, elle a tellement de symptômes
Et souvent, c'est associé voilà, à d'autres problématiques, ça peut être du SIBO, SI, etc. On va lui donner des choses un petit peu restructurantes et apaisantes. Ça, c'est important parce qu'on parle beaucoup de détox. Oui, il faut éliminer, ok, mais des fois, il faut restructurer. Je ne sais pas ce que tu en penses, Patricia, mais c'est quand même assez important de travailler au niveau enzymatique, au niveau du haut du système digestif pour améliorer la digestion, pour qu'au niveau de l'intestin, ça soit moins inflammé. Alors, je suis d'accord avec ce que tu dis. Simplement, souvent, les personnes, quand elles commencent à faire ce type de traitement, enfin essayent de se soigner sur l'inflammation, elles ont des résultats au début, mais du coup, ça ne dure pas. Je ne sais Oui, pas ce tout que tu à en fait. penses, Complètement. mais C'est pour ça qu'il faut effectivement, voir les parasites. elles ont l'impression d'être soulagées au début, et puis dans la durée, bah, les problèmes reviennent. Ouais, Et tout donc, à fait. pour moi, c'est parce que la cause, en fait, n'est pas traitée et que du coup, les parasites ont vraiment besoin d'être traités à ce moment-là. Tout à fait. De toute façon, ça fait partie intégrante, en tout cas, du protocole que j'aurais pu proposer, parce qu'on peut intégrer les parasites au protocole dont je viens de vous parler, mais c'est important de ne pas faire que les parasites quand il y a de l'inflammation. Effectivement, pour pouvoir répondre tout de suite à une inflammation. Donc, la cure antiparasitaire va vraiment venir faire le travail de fond. Ça, c'est indéniable. Est-ce que tu ne préconises pas, je te coupe, mais est-ce que tu ne préconises pas aussi le sang du dragon par rapport à l'inflammation? Oui, alors ça peut et on a des résultats assez fous parce que bah, vous savez que moi, je m'occupe beaucoup de pathologies intestinales et notamment de SIBO, d'un syndrome intestin irritable, colopathie fonctionnelle, tout ce que je vous ai cité avant. Et effectivement, le sang de dragon, j'ai d'excellents résultats sur l'inflammation, voire même sur des saignements que les personnes pouvaient avoir au niveau du rectum. Donc, excellent pour la cicatrisation. On peut tout à fait, Tout ce qui est maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, rectocolite les hémorragique, hémorroïdes. oui, exactement. Tout ce type de symptômes-là, vraiment excellent. Le sang de dragon est une résine, en fait, d'un arbre qui pousse en Amérique du Sud, mais aussi en Chine et en Afrique, mais principalement en Amérique du Sud. Et on va récolter cette résine. Elle a vraiment des propriétés cicatrisantes internes, mais particulièrement sur les cellules du tube digestif. Donc oui, excellent le sang de dragon qu'on peut tout à fait associer à une cure antiparasitaire, qu'on peut tout à fait associer à de la glutamine. Et je vous dis, ce sont des renseignements généraux. Il y a des gens qui vont être super avec la glutamine et moins avec le sang de dragon. Et d'autres chez le sang de dragon, ça va être exceptionnel chez eux. On aura beaucoup moins de résultats avec la glutamine. Donc, à voir aussi Sachant que le les sang du personnes. dragon, je te coupe, mais le sang du dragon peut aussi l'utiliser en externe. Enfin, souvent, Tout à les gens fait. le connaissent plus en externe, mais je pense à un problème hémorroïdaire qui peut être vraiment très intéressant au Au niveau local. externe également, au niveau local, oui, Ouais, tout au à niveau fait. local, oui, tout à fait. Alors, on peut même le mettre sur des plaies en dehors du tube digestif, hein. Mais particulièrement si vraiment il y a rectocolite hémorragique ou hémorroïde ou fissure externe anale, on peut très bien l'appliquer en local et le prendre en interne. Alors, il y a d'autres options, hein. Il y a le ginkgo biloba, tout ce qui est microcirculatoire, mais encore une fois, ça va aider à désinflammer la zone, mais ça ne réglera pas la problématique. Il y a aussi les suppositoires à l'ozone qui sont très bien pour bah, tout ce que je viens de citer, les fissures, les hémorroïdes, rectocolite hémorragique. Ça a vraiment aidé à nettoyer la zone et à faciliter justement bah, de refermer justement ces plaies-là. Et de nettoyer la zone, très important. Oui, alors l'ozone effectivement, c'est cicatriciel, donc c'est très intéressant au niveau de la cicatrisation. Ouais, Euh, mais c'est également antimicrobien, donc effectivement, ça réunit un petit peu tout ce qui sera bénéfique pour tout votre système digestif. D'ailleurs, ouais, on a un très très bon produit, bon, tu allais peut-être en parler, mais l'oxypowder, je te laisse peut-être en parler par ouais. rapport à la détoxification grâce à l'ozone, à Mm. l'oxygénation du produit. Alors, de toute façon, on vous fera une conférence sur l'ozone parce que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup avec Patricia. Patricia vend des appareils à ozone hein, sur le site Santé Oui. Détox.
Mais il y a plein de dérivés aussi. On va avoir les capsules d'ozone, on va avoir l'huile ozonée pure, donc à prendre en liquide. On va avoir les pommades à mettre en externe, on va avoir les suppositoires et les ovules. Il y a beaucoup voilà, de produits dérivés de l'ozone. Et l'ozone, c'est vrai que c'est quelque chose que je conseille beaucoup dans certaines pathologies intestinales et notamment un petit peu ma spécialité, le SIBO. Donc le SIBO, qu'on appelle Small Intestinal Bacteria Overgrowth, donc c'est un développement anormal de bactéries qui vont se retrouver dans l'intestin grêle. C'est très compliqué parce que souvent, il y a un syndrome intestin irritable qui va avec. Et c'est un petit peu, voilà, c'est un peu le jeu de ping-pong permanent. Donc, c'est quelque chose qu'on a un petit peu toute la vie, malheureusement. Et je trouve que l'ozone par l'eau, parce que vous savez qu'il y a l'ozone par l'huile, mais aussi on peut le faire dans l'eau. Pour moi, c'est une des thérapies qui est la plus douce, mais qui va être quand même d'attaque au niveau parasitaire. Au niveau bactéries anaérobie, très important, l'ozone ne détruit pas toute votre flore. J'entends beaucoup de choses comme ça. Pas du tout, ça va venir détruire les bactéries anaérobies qui ne contiennent pas d'oxygène. Donc, c'est elles, les pathogènes, qui vont venir se surdévelopper, vous embêter au niveau de votre flore. On peut très bien compléter à une cure antiparasitaire par les plantes. Donc, comme on a parlé tout à l'heure, Artemisia, brune-noix, clou de girofle. C'est pas incompatible, mais sachez que si vous avez vraiment des gros symptômes liés à la détoxication, parce que moi, je le vois aussi beaucoup en cabinet, des personnes qui me disent « je ne le supporte pas au début, j'ai vraiment du mal avec la cure antiparasitaire parce que ça détoxifie beaucoup et que ça engendre énormément de toxines dans votre corps ». Vous pouvez aussi commencer par l'ozone. Je trouve que c'est une super belle option. Notamment l'eau ozonée qui va être plus douce que l'huile ozonée. Vous pouvez commencer comme ça, ensuite par l'huile ozonée et quand même finir par une cure des plantes, quand même finir par cette fameuse cure des plantes. Et je vous assure, j'ai une dame, je ne sais pas si elle l'est aujourd'hui, ça faisait 1 an que je la suivais, elle a eu un Lyme très grave, d'ailleurs, je fais un petit coucou si elle est là, elle a écrit un bouquin là-dessus. Et elle n'arrivait pas à faire la cure antiparasitaire parce que justement, ça stimulait trop certaines bactéries dans son corps. Il y avait trop de toxines, on n'y arrivait pas. Vraiment des grosses manifestations de détoxication, de détoxination du corps. Et en fait, on a commencé par l'ozone. Et le fait de faire ça, on a pu déclencher une petite détox avec l'ozone. Et finalement, on a pu faire correctement cette cure antiparasitaire. Et là, elle a vraiment eu tous les bienfaits, le bienfait final justement de la cure. Donc, c'est pour ça que c'est important de voir ce qui est bon pour vous et puis votre capacité aussi à supporter la détox. On a un produit aussi à base d'ozone qui est très intéressant, dont Patricia va me parler. C'est, je crois, tu me diras si je dis n'importe quoi, mais je crois que c'est quand même un de nos best-sellers sur le site. Tu parles de l'oxypowder. Ah, l'oxypowder, oui. Ouais. Tout à fait. Je voulais revenir à l'ozone puisque tu en parles. L'ozone est quelque chose qui est très réputé aux États-Unis en médecine alternative, qui est vraiment utilisé par la majorité des médecins et naturopathes là-bas. C'était très utilisé dans les années 40, 50 en Allemagne et même en France d'ailleurs. Il n'y a eu qu'un seul livre qui a été traduit en français sur l'ozone, mais bon, maintenant il est introuvable. Ils ont essayé de mettre ça aux oubliettes, bien évidemment, parce que l'ozone a tellement de vertus que voilà, il ne faudrait pas que ça soit trop, ça prenne trop le pas sur les médicaments qui peuvent prescrire, effectivement. Mais bon, l'ozone est vraiment très, très intéressant, sachant que effectivement, on peut traiter énormément de choses avec l'ozone. Et de plus, au niveau inflammation, c'est intéressant parce qu'on parlait effectivement du sang du dragon, on parlait de beaucoup de choses pour l'inflammation, mais l'ozone est très cicatricielle, donc va vraiment aider à traiter l'inflammation. Donc, l'ozone, c'est vraiment quelque chose, je dirais, quelque chose de basique que l'on devrait avoir chez soi. Par rapport à l'oxypowder que tu abordes, l'oxypowder, c'est un produit qui est assez exceptionnel parce que en fait, c'est du magnésium qui est ozoné, enfin qui est oxygéné, mais c'est ozoné, et qui en fait va permettre
avec le travail du magnésium donc sur le transit intestinal, va permettre de détoxifier, mais vraiment tout le tube digestif. C'est-à-dire que ça commence vraiment depuis l'estomac jusqu'à la fin du gros intestin. Donc, ce magnésium ozoné, en fait, il va vraiment avoir la capacité de détoxification, sachant que l'oxygène dans le tube digestif va provoquer une détoxification, alors que ce soit au niveau pathogène, comme on en a parlé, mais également au niveau toxinique. Donc, en fait, tout l'état toxinique de l'intestin va se sentir nettoyé avec ce magnésium ozoné. Donc, ça, c'est vraiment un produit extraordinaire que, en général, les gens qui commencent à le prendre n'arrêtent plus de le prendre. On peut le prendre au long cours. Il n'y a pas de problème du tout. Le corps ne va pas ni s'habituer, ni voilà. En fait, c'est un laxatif. En quelque sorte, c'est un laxatif osmotique, c'est-à-dire qu'il ne va pas irriter l'intestin comme va le faire les plantes, que ce soit le séné ou d'autres plantes, la gourdaine, etc. Là, au contraire, il va en fait redonner de l'hydratation dans l'intestin. Donc, en fait, il va être tout bénef pour l'intestin et vraiment détoxifier le tube digestif. Donc, ça, c'est le produit phare qu'on a découvert il y a des années en arrière et qui, depuis, les personnes sont vraiment super contents. On n'a que des retours positifs, plus sur ce produit. Donc, voilà, on pourrait dire beaucoup de choses dessus, mais vraiment, c'est la détoxification qui est géniale à ce niveau-là. Et surtout, bon, pour les personnes qui souffrent effectivement de constipation, qui ont un transit. Alors, il ne faut pas croire que parce qu'on va tous les jours à la selle, on n'a pas de la constipation. Voilà, la constipation, c'est que normalement, on devrait y aller vraiment correctement, au minimum 2 fois par jour, avec des belles selles moulées, sans problème divers, que ce soit des selles molles ou des selles trop dures. Elles doivent être bien moulées. Et effectivement, aujourd'hui, tout le monde a vraiment un côlon toxique. Alors, c'est toxique parce qu'effectivement, il y a beaucoup de raisons pourquoi notre côlon il est toxique. Il va être toxique parce qu'on a une mauvaise alimentation. Il va être toxique parce qu'on a des mauvaises... on est stressé. Le stress va amener aussi à une toxicité au côlon. Il est toxique parce qu'on vit dans un monde pollué, donc on a toute la pollution externe, on a toutes les toxines que l'on crée dans notre corps. Il va y avoir tous les médicaments que les gens peuvent prendre s'ils en prennent. Voilà, il y a énormément de choses qui vont faire que notre côlon va être toxique, et puis surtout des selles qui s'accumulent au niveau de la paroi, ce qu'on appelle la plaque mucoïdale de l'intestin, et qui en fait nous crée un côlon toxique. Donc voilà, donc ce produit-là, il est absolument génial pour faire un travail de détoxification. Ouais. Et pour une personne qui d'ailleurs commence une cure antiparasitaire, prendre l'oxypowder en parallèle est une excellente chose parce que ça va vraiment venir aider en plus à éliminer ces toxines. Ouais. Et en fait, l'oxypowder, ce qui est cool aussi, c'est qu'il va nettoyer. En fait, il va tout nettoyer. C'est-à-dire qu'il va nettoyer aussi les reins. On peut l'associer à une cure des reins. C'est assez intéressant. Et puis, il va nettoyer tout le tube digestif. Ça nettoie aussi l'estomac. C'est de l'ozone, hein. Donc, ça va vraiment nettoyer l'estomac, le foie au passage, l'intestin, etc. Et puis, c'est très concentré en magnésium. Donc, c'est vraiment un super produit. C'est un très beau produit. Si vous voulez faire une détox des intestins, voire même un petit peu plus générale, nettoyer un petit peu tout votre tube digestif, mais tout en douceur, je trouve que c'est vraiment un produit qui est adapté. Je ne sais pas ce que tu en penses sur la détox générale, Oui, mais tout à fait, tout à fait. Il est conseillé en fait dans tout nettoyage, quel qu'il soit, que ce soit le foie, les reins, même la sphère respiratoire, à tout niveau, effectivement, de travailler avec l'oxypowder parce que ça va vraiment venir aider à éliminer donc tout l'état toxinique du corps. tout à fait. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont fait, vous pouvez nous dire dans le chat, qui ont déjà fait des cures à l'oxypowder, mais c'est des cures qui sont vraiment très douces que vous pouvez faire en ce moment.
soit vous faites oxypowder cure des reins, soit vous pouvez donc kidney health éventuellement, ou une plante pour les reins de votre choix. Soit effectivement, vous pouvez faire uniquement oxypowder. Vous pouvez associer à des enzymes également. Vous pouvez l'associer à de la choline pour nettoyer les intestins. L'association enzyme-oxypowder, ça peut être intéressant. Curcuma aussi. Curcuma, enzyme, oxypowder, ça peut être un bon trio. Oui, tout à fait. Alors, au niveau du nettoyage également des intestins, je sais que Clark, elle préconisait aussi pas mal le fenouil, mais aussi le lugol. Elle conseillait pas mal l'iode. Qu'est-ce que tu en penses, toi, pour le nettoyage des intestins, l'iode? Oui, en fait, le nettoyage des intestins de la doctoresse Clark est vraiment un nettoyage par rapport aux bactéries pathogènes que l'on peut accumuler dans l'intestin. Donc, quand il y a problème intestinal, enfin, tout le monde a plus ou moins des bactéries pathogènes dans les intestins. L'oxypowder va faire son travail, mais effectivement, ajouter une petite cure de Lugol, ça sera que bénéfique, couplé avec la bétaïne, les enzymes, le fenouil, le curcuma, ça va vraiment avoir une action de nettoyage des intestins qui va être encore bien meilleure. L'iode, donc le Lugol, c'est de l'iode, hein, et en fait, ça a un effet antibactérien qui est très important, donc pour tout ce qui va être salmonelle, les Escherichia coli, etc. Ça va vraiment bien nettoyer à ce niveau-là. Donc, bon, l'iode, on connaît depuis longtemps. Il peut y avoir des contre-indications à l'iode, mais en général, les personnes sont au courant à ce niveau-là. Mais on est tous carencés en iode en plus. Donc, en plus de cet effet antibactérien qui sera bénéfique pour vos intestins, ça sera aussi une bonne recharge en iode parce qu'on manque d'iode et effectivement, ça a un impact sur notre thyroïde, ça a un impact sur notre fatigue, ça a un impact sur beaucoup de choses, sur notre système cardiovasculaire, sur le cerveau, sur enfin, beaucoup d'autres choses. On pourrait parler de l'iode un certain temps, mais voilà, ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais au niveau effectivement intestinal, ça a vraiment un effet bénéfique. Voilà. Donc, la docteure Clark peut conseiller toujours de prendre de l'iode pour nettoyer les intestins, effectivement. Et il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé qui est assez réparateur et qu'on peut associer à de la détox, c'est les mélanges d'acides aminés. Alors, évidemment, la glutamine, c'est un acide aminé, mais on a besoin aussi de ces acides aminés-là pour travailler sur la jonction serrée des intestins, donc au niveau des cellules de l'intestin, notamment tout ce qui est hyperperméabilité. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez associer notamment à une détox qu'on vient de citer au niveau des intestins. D'ailleurs, je rebondis sur une petite question de Didier qui parle du butyrate. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce qu'on en pense du butyrate? Alors, il me semble, le butyrate, si je ne dis pas de bêtises, que c'est un acide gras à chaîne courte. Et c'est notamment présent dans l'alimentation au niveau des produits laitiers. Donc, moi, je parlerais plus. Alors, je sais qu'il y a des compléments de butyrate qui existent. Il y a des personnes qui l'ont essayé, qui en sont, somme toute, assez contents. Moi, j'irais plus sur une alimentation peut-être un petit peu plus grasse. Et en fait, c'est une question très intéressante parce que pour l'hyperperméabilité intestinale, les gens ont tendance justement à vouloir faire énormément de jus, d'avoir une alimentation très crue, chose qu'il ne faut pas faire. Il faut en consommer, mais il faut avoir une alimentation plus calorique et plus grasse, et notamment certains gras issus de fruits et certains gras issus de l'animal. On va éviter les gras issus de graines, mais on va favoriser des gras, par exemple, d'huile de coco, donc le MCT, qui est issu de l'huile de coco, qui va venir réparer la muqueuse et travailler justement sur l'hyperperméabilité intestinale. On va aussi réintégrer certains gras, désolé les véganes, mais voilà, je n'ai pas trop d'options, à part les gras végétaux comme la coco. Il y a aussi des gras animaux, donc comme le saindoux et la graisse de canard aussi.
On peut le retrouver dans le beurre cru, donc ça, c'est une excellente source. Encore une fois, il ne faut pas avoir de sensibilité au lactose, mais dans le beurre, il y en a aussi pas mal. Alors, je vous dis ça parce que c'est un élément, le butyrate. Alors oui, on peut le trouver en gélule, mais c'est quelque chose qu'on peut quand même trouver facilement dans l'alimentation en changeant certains types d'alimentation. Je rebondis sur l'alimentation. On ne va pas en parler ici parce que c'est extrêmement vaste. On refera une vidéo sur le sujet. Mais l'alimentation, sachez qu'elle est extrêmement vaste et plus les années avancent, plus j'ai l'impression que voilà, c'est compliqué aujourd'hui en termes d'alimentation. Voilà, on va même faire une vidéo avec un invité dans quelques semaines qui nous parlera de l'alimentation primitive, qui peut être très intéressante. On va parler justement de tous ces apports de protéines et de gras à chaîne courte qui va vraiment venir travailler sur nos tissus intestinaux, sur nos fascias, muscles et également sur nos tendons, sur notre cerveau, etc. Donc, question très intéressante. Merci à toi. De toute façon, l'alimentation, enfin, je te coupe, mais l'alimentation, Non, vas-y. pour ma part, c'est très, très personnel en fonction de son état intestinal, en fonction de l'âge de la personne, en fonction de ce qu'elle a vécu, de comment elle s'est nourrie toute sa vie. C'est vraiment très compliqué de parler d'alimentation. On ne peut jamais faire de généralité sur l'alimentation. Ça, c'est quelque chose que je refuse absolument de faire. Je ne dis jamais il faut manger comme ci ou comme ça. C'est pas valable pour tout le monde. Les personnes qui disent il faut être végane, ça correspond pas à tout le monde. Il y en a d'autres qui disent il faut manger que cuit, ça correspond pas à tout le monde. Il y en a d'autres qui disent il faut manger que cru, ça correspond pas à tout le monde. Tout ça, c'est pas valable. Les généralités ne peuvent pas se faire en matière de nutrition. On est tous différents, on a tous des besoins différents, on a tous on va dire une histoire différente, un background différent au niveau de comment c'est créé notre intestin, sachant que sachez aussi que l'intestin, il se crée entre 0 et 4 ans. Donc, si déjà vos parents vous ont mal nourri étant petits, vous ont donné trop de sucreries, peut-être la maman n'a pas allaité son enfant, vous avez eu du lait de vache, vous avez eu ci, vous avez eu ça. Enfin bon, bref, l'intestin va mal se former. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à ce niveau-là effectivement, qui font qu'on est tous différents et que effectivement on ne peut pas tous avoir la même alimentation. Je suis complètement d'accord. C'est pour ça que moi, je fais vraiment attention avec tout ce qui se passe au niveau alimentation. C'est vraiment un élément central. On en parle énormément. On le voit énormément sur les réseaux sociaux. C'est énormément abordé aussi en termes de santé, l'alimentation. Faites attention à tous ces gourous qui arrivent avec leurs bouquins, avec leurs formations en disant il faut absolument manger comme ci, il faut absolument manger comme ça. Je pense que c'est ni noir ni blanc, que ce ne sont que des nuances de gris et qu'il faut voir aussi en fonction de vous. Alors, il y a quand même des grandes règles, hein, on ne va pas se mentir, Patricia, il y a quand même des grandes règles à respecter. Pour moi, l'alimentation ancestrale, dite non transformée, reste quand même une alimentation qui va être la plus saine possible. On sait que tout ce qui est transformé aujourd'hui n'est pas bon. Voilà, c'est-à-dire que ça demande au corps une énergie, une certaine quantité d'enzymes, de travail, de transformation que en fonction du corps de la personne n'a pas, tout simplement. Et les gens qui me disaient mais moi je peux tout digérer, etc. Ok, d'accord. Par contre, on en reparle dans quelques années. Et si on checkait un petit peu l'état des viscères de la personne, je pense que ce ne serait pas le top du top. Donc, il faut quand même s'écouter. Arrêter aussi de suivre ces histoires de jeûnes intermittents, des jeûnes secs, des jeûnes machin. Je ne suis pas du tout contre le jeûne. Par contre, ça ne va pas à tout le monde. Et je le vois notamment chez des femmes, jeunes femmes et femmes qui ont des problèmes hormonaux, qui font des jeûnes parce qu'elles ont entendu dire que le jeûne, c'était bien, alors qu'en fait, pour les problèmes hormonaux, il ne faut surtout pas jeûner.
Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, il faut quand même faire un petit peu attention en fonction de votre histoire, de vos problématiques, il faut adapter. Il faut surtout que les personnes s'écoutent, c'est-à-dire que ce qui est important pour l'alimentation, c'est vraiment de ressentir ce qui est le plus bénéfique pour soi. En termes de jeûne, comme tu le dis, pour une personne, ça pourra lui convenir tout à fait, pour une autre, ça ne lui conviendra pas du tout. Moi, je sais que voilà, dans ma patientèle, j'ai eu des personnes qui effectivement ont décidé de faire le jeûne intermittent, ça ne leur a pas convenu du tout, mais elles se sont forcées pendant un certain temps, et puis jusqu'au jour où effectivement elles ont arrêté de le faire. Et puis d'autres, au contraire, ça leur convient très bien. Donc, je dis toujours, il faut faire des essais, il faut voir un petit peu comment ça réussit sur vous. Mais de toute façon, si le corps est intoxiné, il faut déjà travailler là-dessus après de pouvoir vraiment savoir ce qui nous convient ou pas. En sachant qu'en parlant de jeûne, une chose importante aussi à préciser, c'est que quelqu'un qui veut faire un jeûne, bon, ce qui serait une bonne chose, hein, peut faire un jeûne pendant 8 jours, par exemple, partir en jeûne et randonnée ou faire ça chez elle. C'est une bonne chose, mais sachez que si vous êtes plein de parasites et que vous jeûnez, en fait, vous allez effectivement mettre les parasites au repos, enfin les mettre, ils vont s'endormir, hein, donc ils vont plus être en activité puisqu'ils seront plus nourris. Ils se nourrissent de vos aliments, hein, de ce que vous mettez dans votre corps, donc voilà. Et du coup, la personne, effectivement, pendant le jeûne, elle va se sentir bien. Mais derrière, quand elle va reprendre l'alimentation, eh bien, ça va être un peu le branle-bas de combat dans son corps et elle va souvent avoir des retours de bâton et se dire « Oh là là, mais je suis encore plus mal que j'étais avant ». Bon, ça, il y a quand même beaucoup de retours de ce type-là et quand on prévoit de faire une cure de jeûne, il faut absolument se déparasiter auparavant. Et ça, c'est quand même une erreur peut-être de tous les centres de jeûne ou en tout cas de tous les personnes qui parlent de jeûne et qui n'abordent pas ce sujet parce que c'est très important avant un jeûne de se déparasiter. Et je dirais même plus se déparasiter, essentiel avant un jeûne, et de traiter son intestin, son hyperperméabilité intestinale. C'est assez important parce que j'entends aussi des soi-disant en jeûne, on peut régler son hyperperméabilité intestinale. Non, pas du tout. On le fait avec l'alimentation, ça met du temps, ça met des mois, voire des années chez certaines personnes pour retourner en arrière et retrouver une vraie plasticité au niveau de l'intestin. Donc, quand même bien travailler sur cette notion-là. Je pense que c'est vraiment deux notions très importantes. Et d'ailleurs, l'invasion parasitaire dans le corps tout entier, quand vous avez une hyperperméabilité intestinale, elle est clairement aggravée quand vous avez des parasites. Donc, c'est un peu la porte ouverte après à beaucoup d'autres problématiques, voire même au niveau de la barrière hémato-encéphalique. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent même après partir assez loin. Donc, je pense que c'est quand même deux choses qu'il faut vraiment, vraiment traiter et dont il faut vraiment s'occuper avant de faire des jeûnes. Tout à fait. Et bien, écoutez, est-ce que c'est bon pour toi, Patricia? Est-ce qu'on peut ouvrir les questions pour les personnes On peut ouvrir les questions, tout à fait, oui. Pour les personnes qui ont des questions, vous pouvez allumer votre micro et puis nous poser vos questions. Si vous êtes timide et que vous ne voulez pas parler, vous pouvez nous les poser dans le chat à droite. Et si vous n'en avez pas, ça veut dire qu'on vous a donné toutes les infos, qu'on a répondu à toutes vos questions apparemment. On va attendre un petit peu parce qu'il y a des personnes qui écrivent. Je peux parler? Oui, bonjour. Bonjour. Bon, moi, votre petite présentation, là, vous me faites peur. Franchement, je me dis, mais comment je vais faire, moi, tout ça toute seule? Il faut quand même être suivi. Ce n'est pas possible de se débrouiller tout seul avec tout ce que vous dites. Et bien justement, on propose des accompagnements, c'est-à-dire qu'on est toutes les deux naturopathes. On travaille toutes les deux en cabinet, que ce soit sur place ou à distance. Donc, on peut faire aussi un rendez-vous distanciel de cette manière-là
pour étudier votre terrain et savoir vos besoins. Et à ce moment-là, on vous fournit un protocole, on vous envoie un mail, vous avez un protocole et vous êtes suivi. Ça fait des années qu'on fait comme ça et les personnes se sentent très rassurées à cette idée-là, justement parce qu'on peut le réajuster. C'est-à-dire que si vous nous rappelez 15 jours après en disant j'ai cette douleur, j'ai cette problématique, bon, ben, on va réajuster, on va peut-être réduire un peu ça et augmenter un petit peu ça. Donc, vous êtes vraiment suivi. D'accord. Mais il n'y a pas de peur à avoir, hein. C'est impressionnant tout ce que vous dites là. Mhm. Alors, ça peut paraître impressionnant, mais en fait, on vous dit beaucoup de choses en peu de temps. Donc, effectivement, Oui, ça peut oui. paraître, c'est aussi pour ça, hein. Voilà, donc ça peut paraître impressionnant, mais concrètement, dans la pratique, ça ne l'est pas. Voilà, c'est juste des étapes à suivre. Et au fur et à mesure des étapes, les personnes se sentent mieux, elles ressentent les choses et du coup, après, ça va tout seul. Mais là, effectivement, on fait un condensé en l'espace d'une heure. Donc, effectivement, ça fait beaucoup d'informations à digérer et à se dire, oh là là, mais il y a ci, il y a ça, ça fait beaucoup, je suis infestée de parasites, qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Voilà. Non, il ne faut pas prendre peur. C'est de tout temps, ça a existé. De tout temps, les gens... Il faut savoir que les gens, dans le temps, ils se déparasitaient naturellement, ils prenaient des plantes et tout. Toutes ces plantes-là, elles sont dans la nature justement pour nous aider à nous déparasiter. Les animaux dans la nature vont les chercher, ils savent ce qui est bon pour eux pour travailler sur leur terrain, sur ce dont ils ont besoin. Et pour nous, c'est pareil. Donc, il faut revenir un petit peu à des choses naturelles pour nous nettoyer, pour nous détoxifier. Voilà, c'est ça qui est important. Et effectivement, on sait que les personnes ont besoin d'aide et on est là pour ça et pour vous accompagner. Est-ce qu'on est obligatoirement infesté de parasites? Pardon, je vous ai mal Je entendu. dis, est-ce qu'on est obligatoirement infesté de parasites? Oui, on va dire à 80, allez, on va dire 90% des personnes ont un terrain parasitaire important. Toute maladie, en fait, la doctoresse Clark l'a bien dit, et elle n'est pas la seule. Moi, je parle de la doctoresse Clark parce que c'est elle qui m'a enseigné. Mais tout le monde, tous les médecins, naturopathes et autres qui travaillent en médecine alternative traitent tous à ce niveau-là. Et il y a à peu près 85% des pathologies qui sont dues à un terrain parasitaire. D'accord. Donc, ça fait quand même beaucoup. Et là, on parle bien d'ailleurs de la cause de la cause. C'est-à-dire que parfois, ça peut se manifester dans le corps par une patho dont on n'a pas forcément fait le lien avec les parasites, parce que souvent, on se dit parasite, bon, infection digestive, ténia, symptômes que digestifs, mais ça peut être des problèmes de peau, ça peut être des problèmes pulmonaires, ça peut être des problèmes au niveau respiratoire, tout ce qui est allergie, asthme, etc. C'est pas que au niveau digestif, hein. Donc là, on parle vraiment de travailler sur la cause de la cause. D'accord. Ça atteint tous les systèmes. Bon, sachant il faut savoir que tout problème de santé est multifactoriel, hein. Ça n'est pas qu'un seul problème. Là, en l'occurrence, en parlant des parasites, on parle de la première des choses à traiter. Après, s'il y a une intoxication aux métaux lourds, il faudra traiter les métaux lourds. Si la personne elle a une problématique d'électromagnétisme, il faudra régler ce problème-là. Si elle a un problème au niveau émotionnel, il faudra travailler à ce niveau-là. C'est vraiment multifactoriel. Mais le plus gros, à la base, c'est vraiment de travailler sur ces parasites. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à vos questions, Janine? Oui, bon, j'ai l'impression qu'il faut être suivi, quoi. Voilà, parce que seule, je ne me vois pas me lancer là-dedans. Ouais, je comprends. Ok. Bon, en tout cas, on est là pour ça, sachez-le. Vous pouvez même appeler Santé Détox demain si ça vous intéresse. Je vois qu'il y a une mode. Ouais, il y a des questions, il y a des questions. Oui, oui. Il y a Jérémy qui demande s'il y a des tests ou moyens de savoir quel parasite nous Ça y est, habite. j'ai répondu il y a longtemps. La question d'après, c'était... Alors, il n'a pas de nom, c'est utilisateur. Quid des zappeurs? Alors, Patricia,
quid des zappeurs pour la détox des parasites et le nettoyage des intestins? Alors, le zapeur est très bien, mais malheureusement, sur la sphère intestinale, ça ne sera pas ce qu'il faudra recommander en première intention parce que l'effet électrique du zapeur passe difficilement la lumière intestinale. On appelle ça la lumière intestinale. Donc, du coup, c'est pour ça que la docteuresse Clark, elle conseillait toujours en parallèle, et comme d'ailleurs d'autres, hein, puisqu'elle n'est pas la seule à travailler là-dessus, avec cet appareil-là, conseillait toujours de suivre la cure des plantes au niveau de l'intestin. Hein. Donc, le zapeur est très bien pour anéantir les parasites sur tout l'organisme. Les gens ressentent vraiment le bienfait, mais il faut toujours travailler avec les plantes pour vraiment venir détoxifier l'intestin en plus. Voilà. Ok, Donc, pour super. ceux qui ne savent pas ce que c'est que le zapeur, parce qu'effectivement, là, on parle de zapeur, mais il y en a beaucoup qui doivent se dire, mais c'est quoi ça? C'est donc, en fait un appareil qui envoie des ondes, des microfréquences, et en fait, les microfréquences viennent tuer les parasites. Donc, ça les anéantit, et après, le corps les élimine naturellement. Voilà. C'est en fait un processus qui a été inventé par Raymond Rife, qui était donc un Américain qui travaillait au microscope à l'époque. C'est vieux, hein, ça date d'il y a presque un siècle en arrière, dans les années 30-40, si je ne me trompe pas. Raymond Rife, en fait, avait trouvé que, donc, au microscope, donc en travaillant avec tous ces éléments pathogènes, que ce soit les bactéries, les parasites, les virus, etc., ils étaient donc tous tués avec ces microfréquences. Voilà. Et donc, il a eu la bonne idée de s'adresser au corps médical parce que lui-même était médecin et travaillait dans un hôpital. Et il a proposé donc ce traitement pour notamment les cancers, et très rapidement, c'était la période où il mettait la chimiothérapie et la radiothérapie en place, et rapidement il a été mis un peu au placard pour qu'on lui fasse comprendre que ça n'intéressait personne. Voilà. Mais effectivement, ce sont des appareils qui ont vraiment leur place dans l'élimination de ces pathogènes. Voilà. Ouais, d'ailleurs, la docteuresse Clark, elle dit toujours d'associer avec la cure des plantes. Hein. C'est-à-dire que Oui. le zapeur, ok, par contre, on l'associe quand même à la cure des plantes ou à l'ozone, peu importe, mais il faut quand même quelque chose vraiment qui va venir travailler sur la biochimie corporelle réellement, c'est-à-dire soit par les plantes, soit par l'ozone. La question d'après, c'est quels aliments contiennent de la glutamine? Très intéressant, Lucie, comme question. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vont être étonnés par la réponse, mais ce sont les produits animaux et particulièrement la viande. La viande de bœuf, c'est celle qui en contient le plus. Il y a les œufs, il y a le lait entier. Je crois qu'il y a le tofu qui en contient aussi. Mais attention, le tofu, pour avoir sa quantité de glutamine, il faudra en manger en quantité. Donc, ce sont plutôt les produits animaux. Parce que les acides aminés sont la transformation justement des protéines. Donc, il faut consommer pour avoir votre quantité d'acides aminés des protéines. Si jamais vous êtes vegan ou que vous ne voulez pas consommer ce type de protéines-là, donc type viande comme la viande de bœuf ou les œufs, eh bien, écoutez, il faut vous supplémenter. La glutamine en supplémentation, ça se prend souvent en quantité quand même. Hein. C'est sous forme de poudre. Je vous conseille pas trop d'acheter des gélules parce que du coup, il faudra en prendre un certain nombre. Donc, vous l'achetez dans des sachets sous forme de poudre. Elles sont souvent issues de la fermentation bactérienne. Donc, voilà. Et puis, dans l'alimentation, on n'arrivera pas à avoir le dosage suffisant pour traiter vraiment Pour traiter une un cas hyperthermie. pathologique. Il en faudra trop. Et il ne faut pas oublier que dans la viande, il y a aussi des purines, donc des toxines, et que point trop n'en faut. Point trop n'en faut, mais voilà. Il en faut, mais voilà. On le verra dans le régime ancestral. Il ne faut pas se dire
parce que la viande contient de la glutamine, je vais en consommer beaucoup, etc. Voilà, donc il faut quand même être raisonnable à ce niveau-là. C'est aussi pour ça qu'on a quand même beaucoup de compléments alimentaires qui nous sont bénéfiques, parce que maintenant les laboratoires sont capables de mettre les molécules, donc d'extraire les molécules, pardon, je m'exprime mal, pour avoir vraiment la synthèse de ce dont on a besoin, et du coup de ne pas avoir à consommer l'aliment en quantité trop importante. Quand on prend l'arginine et l'ornithine, c'est pareil, on en retrouve dans les produits animaux. Donc après, il faudrait qu'on fasse une consommation trop importante. Ouais, ce sont des acides aminés. Les acides aminés sont essentiels à la vie. Alors, vous pouvez prendre des complexes d'acides aminés, vous pouvez cibler un acide aminé aussi en fonction de votre problématique. Mais effectivement, la glutamine, je le vois parce que je travaille aussi avec des sportifs. Effectivement, la glutamine, je vois bien qu'il y a besoin de venir supplémenter. On n'est pas sur une supplémentation toxique, parce que c'est vrai, Patricia, voilà, nous, sur Santé Détox, il y a quand même beaucoup de produits d'excellente qualité. En fait, tout est d'excellente qualité, tout est choisi avec soin, que ce soit les produits du Dr Clark, que ce soit le Global Healing Center, que ce soit les plantes chez Casimir et Liselotte. Vraiment, on essaye d'avoir le top du top en ce qui concerne les compléments alimentaires. Donc, chez nous, vous êtes quand même susceptible de trouver ce qu'il y a de mieux. Ça reste quand même un complément alimentaire. Moi, ce que je préconise, c'est de minimiser quand même les gélules. C'est pour ça que nous, on a énormément de liquide aussi sur le site. De minimiser les gélules parce que, effectivement, la biodisponibilité pour le corps est quand même augmentée. Alors, vous avez besoin parfois que ce soit en gélules pour tout simplement une meilleure assimilation quand il y a besoin au niveau de l'intestin, par exemple. Mais pour la plupart, là, vous retrouvez beaucoup de produits liquides ou en poudre et en termes de biodisponibilité qui sont super, quoi. Et surtout la qualité du produit, c'est-à-dire Oui. le côté énergétique de la plante, qui reste dans la plante, avec des laboratoires qui travaillent vraiment de manière ancestrale et qui donnent vraiment un résultat énergétique très intéressant, parce que nous sommes des êtres vivants, et donc il faut qu'on mette des choses vivantes dans notre corps. Et donc en termes de compléments alimentaires, il y a vraiment un peu tout et n'importe quoi, on va dire. Mais voilà, nous, on veut vraiment travailler avec des laboratoires qui donnent vraiment la quintessence de la plante et qui amènent l'effet énergétique sur la personne. Donc ça se ressent. Et effectivement, les gens sont vraiment super contents avec nos produits grâce à ça. Voilà. Ouais, bon, c'est quand même vraiment des produits niches Voilà. pour la Et plupart. On est les juste seuls. pour terminer là-dessus, effectivement, dans l'alimentation, on peut avoir, je pensais aussi, par exemple, au tryptophane, qui aide beaucoup de personnes pour le sommeil, pour le stress, parce que ça booste la sérotonine. Effectivement, le tryptophane, on va en trouver dans la viande, et notamment dans la dinde. Mais il faudrait que vous mangiez de la dinde tous les jours pour des quantités importantes. Et du coup, effectivement, ça deviendrait compliqué. Voilà. Alors, on en retrouve aussi beaucoup Oui, dans les noix de cajou, le tryptophane, oui, tout à fait. en très grande quantité. Bon, c'est pareil, c'est assez gras aussi, donc point trop d'infos. Le truc aujourd'hui, tout le monde nous demande si on peut régler les problématiques de manque de certains micronutriments, de carences, etc., par l'alimentation. Ça devient de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que nos sols sont appauvris et la quantité de déchets exogènes qu'on va trouver dans l'air, dans l'eau, va venir aussi intoxiquer nos aliments, ce qui fait qu'au final, on a quand même des aliments beaucoup moins nutritifs qu'avant. Pour vous donner un exemple, début 1900, on a retesté des pains, des farines où on retrouvait à peu près entre 300 et 400 mg de magnésium par tranche de pain. Aujourd'hui, c'est ce qu'on préconise en micronutrition, et notamment, c'est ce qui est noté sur les boîtes de magnésium quand vous en achetez, entre 300 et 400 mg de magnésium par jour, par personne.
Donc, vous imaginez avant qu'une tranche de pain, elle pouvait contenir ce magnésium parce que le blé ou le céréale en question était vraiment blindé de ce micronutriment qui, normalement, contient ce micronutriment. Aujourd'hui, vous testez un pain, il me semble que ça doit être entre 30 et 40 grammes de magnésium. Milligrammes, pardon, excusez-moi. Milligrammes de magnésium, du coup, par tranche de pain. Donc, je crois que c'était en grammes, je crois que c'était 100 grammes sur 100 grammes de pain. Donc, vous imaginez que c'est quand même assez énorme. Alors là, j'ai pris un exemple mauvais parce qu'on parle d'un céréale qui a été ultra modifié, mais c'est pour que vous vous rendiez compte, en fait, aujourd'hui, de la pauvreté des micronutriments qui composent notre alimentation. Et ce n'était pas le cas il y a 50, 60 ans. Alors souvent, on nous dit oui, mais pourquoi maintenant on doit prendre des compléments alimentaires si on a une bonne alimentation? Oui, si vous avez une bonne alimentation, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas gérer, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas avoir d'action. C'est-à-dire que la pauvreté de notre sol, la pauvreté de notre air va aussi impacter énormément le développement de nos fruits, légumes, etc. Et donc, ça va avoir un impact, et de nos céréales, et ça va vraiment avoir un impact sur nos carences à nous, quoi, et sur notre quantité de micronutriments. On a une autre question. Avez-vous pu régler des cas de problèmes intestinaux post-virus 2019? Oui, on ne va pas le citer. Mais oui, moi, j'en ai eu pas mal en cabinet, et pas que au niveau intestinaux. Parce qu'en fait, il faut savoir que certains virus vont venir stimuler d'autres bactéries, d'autres virus, des microparasites, et avec une charge virale, justement, augmenter, avec une charge virale importante, augmenter certaines problématiques qui étaient souvent déjà là, mais peut-être un petit peu endormies, où vous saviez très bien que vous aviez des symptômes, mais bon, on laisse un petit peu parce que bon, c'est la vie, on se dit bon, c'est pas très grave, tout le monde a ça. Mais effectivement, oui, moi, ça m'est arrivé et j'ai vraiment eu des personnes avec des grosses répercussions intestinales suite virus 2019. Complètement. Tout à fait, tout à fait. On a fait le lien déjà. Ouais, ouais. Je suis bien d'accord. Avec plaisir, Lucie. J'ai essayé de répondre au mieux sur ce vaste sujet. Merci. Si vous avez le temps, que pensez-vous des probiotiques? Alors, waouh, très vaste sujet. Sujet, moi, qui m'intéresse énormément parce que, eh bien, en fait, on a tous des flores différentes. En fait, il faut savoir que les probiotiques, prébiotiques, ça a été un commerce de dingue. Voilà, c'est vraiment, pour moi, ça a été… c'est un petit peu désolant d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez en pharmacie, en parapharmacie, on vous dit « Ah, bah, prenez un probiotique, ça va vous faire du bien ». On vous donne n'importe quelle souche. Et moi, travaillant sur des pathologies intestinales comme notamment le SIBO et les 2 dysbioses dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un très, très gros problème. Parce qu'en fait, le mauvais probiotique, le mauvais symbiotique, prébiotique peut venir complètement détériorer votre flore. Faut savoir qu'on a une flore qui va du nez jusqu'à l'anus. Donc, on n'a pas qu'une flore intestinale, hein. Voilà, et on peut avoir de nombreuses répercussions suite à un probiotique inadapté. Donc, ça, le probiotique, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je vous donne ma réponse. Patricia vous donnera sa réponse après. À voir vraiment en fonction de votre intestin, de votre problématique intestinale et de ce pourquoi vous venez nous consulter, tout simplement. La réponse va être totalement différente en fonction de votre problématique et de votre flore, surtout, et de ce qui s'est surdéveloppé dans votre flore et qui vient vous poser un problème. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Maud. En fait, les probiotiques, ça va vraiment dépendre de chacun. On va avoir vraiment besoin de réensemencer de manière différente cette flore bactérienne. Et du coup, on peut essayer des probiotiques. Certains vont être bénéfiques pour certaines personnes et puis d'autres pour d'autres. Donc, c'est vraiment à chacun de trouver celle qui nous convient. Et il faut savoir aussi qu'un probiotique peut faire de l'effet pendant un petit moment et puis ensuite, il ne fera plus d'effet, voire il sera même peut-être plus très bon.
pour X raisons, et de ce fait-là, c'est très, très variable. Donc, on ne peut pas dire tel probiotique est le meilleur, les autres ne sont pas bons. Non, c'est vraiment en fonction de chacun. Bon, sachant qu'il y a quand même, comme le dit Maud, il y a vraiment beaucoup de probiotiques sur le marché. Donc, il faut faire aussi attention à la qualité, parce que ça, c'est très important. N'achetez surtout pas des probiotiques qui valent 3 francs 6 sous, parce que ceux-là ne seront vraiment pas très efficaces, parce qu'un bon probiotique, ça coûte pour le fabriquer, hein, ça ne se fait pas comme ça. Il faut avoir les bonnes souches. Et puis après, le tester et puis voir un petit peu comment chacun réagit à ce probiotique. Mais c'est important, effectivement, de faire des cures de temps en temps, en tout cas pour une personne qui n'a pas de pathologie particulière, de réensemencer sa flore, parce qu'on a tous des flores qui sont en très mauvais état. Ouais. Et puis, vous imaginez bien que quand on vous demande en 2 secondes, que ce soit dans un magasin bio, une pharmacie ou quoi que ce soit, ah bah tiens, vous avez un problème intestinal, bah ok, prenez un probiotique, c'est un peu la roulette russe. C'est-à-dire que la personne, elle ne sait pas quelle bactérie vous avez besoin de nourrir. C'est-à-dire qu'elle va peut-être, avec ce probiotique-là, venir nourrir une bactérie, un groupe de bactéries qui n'a pas besoin d'être nourri et qui est déjà en surdéveloppement chez vous. Donc, il faut vraiment imaginer la flore comme une map monde où chacun a son pays, ses habitudes alimentaires, son dialecte, etc. Et que en fait, notre flore, c'est exactement pareil. On a des bactéries, on a des virus, on a des champignons, on a des levures. Tout ce petit monde a des manières de se nourrir différentes, a des manières de vivre différentes, et que un probiotique, ça peut vraiment poser une bombe. Alors moi, m'occupant particulièrement de patho-intestinales, problématiques intestinales, justement liées aussi à la flore, j'ai vraiment vu des personnes dans des états très délétères suite à une prise de probiotiques conseillée à la va-vite. Donc moi, je vous conseillerais de ne pas en prendre au début, de vous renseigner sur ce que vous voulez travailler déjà. Quel est votre type de flore? Quel est votre type aussi au niveau de l'intestin? Est-ce que vous êtes plutôt en diarrhée? Est-ce que vous êtes en constipation? Est-ce que vous êtes en alternance des deux? Et vous allez voir que vos besoins seront différents. D'ailleurs, quand on parle de probiotiques, on parle aussi de réinstaurer une muqueuse et surtout le mucus. Et ça, on en parle très peu, mais un probiotique devrait aussi avoir cette fonction-là, de venir travailler sur ce mucus qui va venir protéger l'intestin et qui a vraiment un rôle extrêmement important dans le fait d'aller capter aussi des toxiques et venir renfermer des toxiques. Vous savez, c'est comme quand on est malade. Voilà, quand on a vraiment un gros rhume, un gros problème ORL, on se met à faire énormément de mucus. Pourquoi? Pour protéger la muqueuse et pour tout simplement que ce mucus vienne attraper les toxines dites et ce mucus être évacué pour justement nettoyer la zone. Donc, c'est exactement ce qui se passe aussi dans l'intestin. C'est la même chose. Donc, il faut aussi réinstaurer l'intégrité de la paroi intestinale, réintégrer ce mucus, et ça passe aussi par certains protocoles, et aussi réintégrer cette flore. Parce que la flore, elle va être équilibrée, protégée, quand ce mucus et l'intégrité du tissu intestinal seront eux-mêmes restaurés. Donc, c'est vraiment un tout. Oui, tout à fait. Nous, on a un exemple, enfin, j'ai une personne au téléphone qui m'a fait une réflexion. Nous, on vend des probiotiques en suppositoire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, ça ne passe pas la barrière de l'estomac, ça va directement dans l'intestin. Et cette personne avait essayé des dizaines de probiotiques par voie orale. Et à partir du moment où elle a trouvé nos suppositoires de probiotiques, elle m'a clairement fait la constatation que ça lui avait changé la vie et que c'était la première fois qu'elle trouvait quelque chose qui soit vraiment efficace sur elle, et que vraiment elle voyait une énorme différence sur son système digestif et surtout donc intestinal. Donc voilà, je pense que chacun peut trouver le produit qui lui convient, mais effectivement, ça va demander
des fois d'en essayer plusieurs. Ou d'investiguer auprès voilà, de naturopathes ou de votre médecin, peu importe, pour justement avoir la meilleure souche possible en fonction de votre problématique. Alors en plus, on me dit souvent pour certaines infections, on va préconiser certaines souches. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que la plupart des personnes que j'ai eues avaient déjà fait un petit peu d'errance au niveau de leur problématique et avaient déjà essayé certaines souches soi-disant dites bénéfiques pour leur problématique. Et finalement, ça n'avait rien fait parce que, encore une fois, la flore, c'est ce que je dis dans chaque intervention sur l'intestin. Je ne vous l'avais pas dit en début, donc je vais le faire à la fin. La flore intestinale, ça reste encore un mystère. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on découvre encore des choses incroyables sur les neurotransmetteurs qui sont liés à notre flore, donc l'intervention des neurotransmetteurs dans notre cerveau, qui sont liés à nos neuromédiateurs qui sont dans l'intestin. Il faut savoir que c'est très complexe et il y a plein de données que nous n'avons pas. C'est pour ça qu'il y a certaines maladies comme l'intestin irritable, colopathie fonctionnelle, toutes ces maladies un petit peu chroniques, donc Crohn aussi, rectocolite hémorragique, on est vraiment dans la chronicité où la personne, elle va être super bien émotionnellement, elle va réguler son alimentation, elle va faire tout ce qu'il faut sur le papier et pourtant, elle reste dans la chronicité où elle peut avoir des moments où elle est dans l'inflammation et dans la chronicité. C'est parce que il y a des facteurs encore qui sont un mystère. Et ça, quand on travaille sur l'intestin, il faut l'intégrer. On ne peut pas tout contrôler au niveau de l'intestin parce qu'on n'a pas toutes les données. Même si on avance dans la science aujourd'hui, on n'a encore pas toutes les données. Donc, il faut être patient avec soi. Il faut entendre que c'est multifactoriel et il faut être très patient, très doux avec soi. Et voilà. Il y a Annie qui nous dit « Bonsoir, j'ai raté l'heure ». Mais c'est pas grave, Annie, c'est enregistré. Vous pourrez retrouver la conférence sur YouTube. On la mettra sur YouTube dans quelques temps. Encore merci. Plus d'autres questions? Avec plaisir, Didier. Est-ce que je pourrais savoir si la conférence sur le rein, vous l'avez aussi mise sur YouTube? Parce que je l'ai loupée. Ah bah alors, Janine, non, mais on n'a pas pu l'enregistrer à ce moment-là. Je suis désolée, mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Il y aura d'autres informations sur les reins. C'est un organe qui me passionne, donc ça va revenir. On va être obligé d'en refaire une sur les reins. Et voilà, on va être obligé d'en refaire une sur les reins pour Janine. Alors, je vais vous suivre. Merci. Avec plaisir. Annie, ok, merci. Bah, avec plaisir. On les enregistre. À partir de celles-ci, elles seront enregistrées. Ça y est, vous pourrez toutes les retrouver. Sachez aussi, je vais faire une petite annonce qu'on va faire des conférences flash. Ça va durer 20-30 minutes, pas plus. Et il y en a une dès la semaine prochaine sur l'acidité gastrique. Voilà. Donc, je vais vous donner 3 conseils que vous pourrez faire très rapidement mettre en place pour justement l'acidité gastrique, les reflux gastro-œsophagiens, les fameux reflux qui embêtent une très grande partie de la population. Donc, ça arrive la semaine prochaine. On vous fait une petite news dès demain et ça va vraiment être flash. Donc, ça dure très peu de temps. Il n'y aura pas trop d'échanges. C'est vraiment pour vous donner l'information en direct et avoir vraiment un échange rapide avec vous en vidéo. Mais voilà, donc ça arrivera à peu près 2 fois par mois où il y aura une conférence flash sur une problématique spécifique. Est-ce que c'est tout bon pour les questions ou est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui veulent nous poser des questions sur le sujet de l'intestin, de la détox de l'intestin ou autre? Ok, bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Je crois que c'est bon. Ouais, et puis, bah, écoutez, merci en tout cas d'avoir été présent. Et puis, on se retrouve très bientôt On se retrouve bientôt.
Ouais, bah, toutes les deux pour la cure du foie, donc pour la suite des événements de la détox. Tout à fait. Ouais, pour le gros morceau, comme on l'appelle. Et puis, et puis voilà. Alors, il y a Didier qui nous dit, vas-y Didier, tu dis, tu as une question, vas-y. C'est le moment jamais. Il n'est pas trop tard. Non, bah, c'est bon, il y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, on prend la question. Alors, on attend votre question, Didier. Quel est l'effet des lavements? Oui, bonne question. Alors, moi, je vais juste dire un petit truc et après, je vais laisser Patricia dire. C'est son sujet de prédilection, vu qu'elle a été hydrothérapeute pendant des années. L'effet des lavements. Alors, moi, je dirais juste attention, pas à tout le monde. Parce que quand on a de l'hyperperméabilité, quand on a rectocolite hémorragique, c'est non. Quand il y a hémorroïde fissure, c'est non. Vous allez m'en vouloir. Non, ça va, on ne vous en veut pas, Didier. Quand il y a également tout ce qui est vraiment inflammatoire au niveau du rectum, cancer évidemment, de l'intestin, surtout pas, non. Voilà, donc je tiens juste à le dire, voilà, on va pas faire de lavement quand il y a ce genre de problématique. Mais vas-y Patricia, quel est l'effet des lavements? C'est quoi l'effet des lavements? Alors, le lavement, c'est très intéressant parce que d'abord, c'est une pratique ancestrale. Hein, ça se pratique depuis la nuit des temps. Moi, quand j'ai fait ma formation d'hydrothérapie du côlon, on nous a montré des photos enfin, c'était même pas des photos, ils avaient des ustensiles qui dataient du Moyen-Âge. Donc, voilà, ça fait vraiment très, très longtemps, même de l'Antiquité. Donc, ça fait vraiment très, très longtemps que les lavements existent. Donc, on sait que c'est très bénéfique sur le corps. Ça permet, en fait, effectivement, d'éliminer tout ce qui est toxique dans l'intestin, donc de libérer vraiment ces toxines, de permettre au foie aussi de se détoxifier par la même occasion, parce que quand on fait un lavement, on travaille également sur le foie. Alors, encore mieux si on pratique un lavement au café, mais ça, on en parlera peut-être dans une autre Oui, oui, vidéo. tout à Je pourrais fait. Ouais. vous parler de tout ça plus longuement. Mais effectivement, le lavement est vraiment une technique qui va permettre de libérer ces toxines et surtout, c'est anti-inflammatoire. C'est-à-dire que toute personne qui a de l'inflammation chronique, mais alors je ne parle pas, comme disait Maud, de l'inflammation intestinale comme un Crohn ou une rectocolite ou choses comme ça, mais de l'inflammation au niveau des tissus, au niveau articulaire, des douleurs, de l'arthrose, de l'arthrite, des personnes qui ont par exemple des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, les scléroses en plaques, etc., vont bénéficier grandement des lavements. Et plus elles se font des lavements, et moins elles souffrent. Donc, on sait que ça a un effet anti-inflammatoire. Donc, c'est très intéressant. Bon, maintenant, effectivement, si on n'a pas une pathologie lourde telle que je viens de vous dire, il ne faut pas non plus exagérer sur les lavements. Un lavement de temps en temps va vous faire vraiment du bien. Si on pratique les nettoyages du foie, ça c'est pareil, on en parlera dans une autre conférence. Il est bon aussi de coupler le lavement avec les nettoyages du foie, ça on expliquera aussi pourquoi. Mais le lavement à la base est une très bonne chose, ça devrait faire partie de notre hygiène. Comme je dis toujours, on se nettoie à l'extérieur, on devrait se nettoyer l'intérieur de la même façon. Ah ouais. Voilà, le lavement est vraiment intéressant pour ça. Ok, merci Patricia. De toute façon, de la conférence sur le foie, on parlera aussi du lavement au café parce qu'il va vraiment impacter le nettoyage du foie. Donc, on en reparlera plus profondément à ce moment-là. Dernière petite question de Annie auquel on ne pourra pas répondre parce que là, ce serait trop vaste sujet. Le candidat, comment s'en débarrasser? Alors, il y a plusieurs méthodes. Encore une fois, avec le temps, je me suis aperçue que les méthodes classiques que l'on connaît,
de nettoyage du candidat ne fonctionne pas sur le long terme. Il faut connaître votre nature au niveau de votre intestin, il faut connaître la nature de votre flore, la nature de votre dysbiose et ensuite, et certainement vous avez une dysbiose par fermentation, et d'abord commencer par là à comprendre votre flore et travailler sur votre flore avant d'éliminer le candidat parce que le candidat fait partie intégrante de votre flore et de votre intestin. C'est juste qu'elle a dû se surdévelopper, mais on n'élimine pas le candidat. Donc, je vous invite plutôt Et à on pourra un faire naturopathe. ultérieurement, on pourra faire une conférence sur le Oui. candidat albicans. Oui, on pourra faire parce qu'il est vecteur de pas mal d'autres problématiques aussi et il peut prendre plusieurs formes. Donc, voilà, c'est un vaste sujet. C'est pour une amie. Ok, d'accord, Annie. Bah, vous pouvez lui donner notre contact et puis elle peut nous contacter chez Santé Détox pour avoir plus d'informations. Sachez que les personnes qui souffrent de candidats albicans, il faut toujours traiter les parasites. Ça, c'est très important parce que les parasites détruisant la flore bactérienne n'étant pas assez abondante, et le candidat va proliférer. Donc, si vous ne traitez pas les parasites sur un candidat, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Mais on en développera plus le sujet une prochaine fois. Ok. Merci à tous. Merci Didier pour la qualité de la conférence. On essaye. On s'améliore avec le temps. Et puis, la prochaine fois, j'espère que je pourrai, voilà, vous pourriez me voir. Parce que là, j'ai eu un petit problème technique. Ceci dit, merci à tous. Merci d'être venus. Merci pour vos interactions. C'est toujours très intéressant. Et merci Patricia. Merci à vous tous, merci Maude, et puis on vous dit à très bientôt. Ouais, à très bientôt. Merci beaucoup. Là, c'est femme.